Salut à tous et bienvenue sur French Podcast. Moi c'est Charline et aujourd'hui on plonge dans l'univers des repas en français. T'es prêt Emmanuel? Toujours partant, Charline. J'adore discuter de la nourriture, surtout quand ça permet de réviser un peu de vocabulaire français. Et puis, qui ne pense pas souvent à ce qu'il va manger? C'est vrai, la nourriture c'est un sujet universel. On va décortiquer ensemble le vocabulaire du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Et surtout, on va garder ça accessible pour tous les auditeurs, même si vous êtes bonne ou B2 en français. J'aime bien cette idée. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café ou un croissant, et c'est parti pour un voyage gourmand à travers les repas français. Justement en parlant de croissant, Emmanuel, toi tu prends quoi au petit-déj? Alors franchement, rien ne vaut une bonne baguette avec du beurre et de la confiture, parfois un café noir à côté, mais j'avoue, le jus d'orange, c'est souvent incontournable aussi. Pas mal, beaucoup de Français aiment les viennoiseries comme les pains au chocolat ou les brioches. Et pour ceux qui préfèrent saler une tranche de fromage ou de jambon, ça arrive aussi. Ce qui me surprend toujours, c'est la simplicité du petit déjeuner français comparé à d'autres pays où on mange salé dès le matin. Ici, c'est plus léger, presque un rituel tranquille. C'est vrai, et même le vocabulaire le reflète. On dit prendre le petit déjeuner et c'est souvent un moment rapide avant de commencer la journée. Tiens, ça me donne envie de passer au repas suivant. Le déjeuner en France, c'est vraiment sacré. J'ai remarqué que les menus changent beaucoup selon les régions. Tu te souviens de ce qu'on mangeait à la cantine? Oh oui, toujours une entrée comme des crudités ou de la salade, puis un plat chaud et souvent du fromage avant le dessert. C'est assez structuré en fait. La diversité des plats est impressionnante. Gratin de légumes, steak frites, poisson en sauce. Et puis, il y a ce moment où tout le monde se retrouve autour de la table, même au travail. Et le vocabulaire du déjeuner, alors? On parle de l'entrée, du plat principal, du dessert, sans oublier le pain qui n'est jamais bien loin. C'est rare de voir une table sans panier à pain. Ça me rappelle justement un déjeuner à Marseille où la soupe de poisson était à l'honneur. Comme quoi, chaque région a ses traditions. Parlons un peu du dîner. Je trouve que c'est souvent le repas le plus détendu de la journée, tu ne trouves pas? Carrément, le soir, on prend plus de temps, on discute, on partage des histoires de la journée. Parfois, ça commence par une soupe, parfois une quiche ou une salade composée. Et puis, c'est souvent le moment où l'on teste de nouvelles recettes ou qu'on improvisait avec ce qu'il reste dans le frigo. J'adore ce côté créatif du dîner français. Moi aussi, surtout quand on sort l'expression on fait un petit apéro avant de passer à table. Ça installe direct une ambiance chaleureuse. Totalement. Et pour le vocabulaire, on entend souvent plat du soir, repas léger ou encore plateau télé quand on mange devant un film. L'ambiance change, mais le plaisir reste. D'ailleurs, tu as des expressions favorites liées au repas. Moi, j'aime bien avoir une faim de loup pour dire qu'on a super faim. Oui, celle-là me fait toujours sourire. J'aime aussi mettre les petits plats dans les grands quand on veut impressionner ses invités. Et la fameuse question tu prends quoi ou on se fait livrer, c'est devenu très courant, surtout entre amis. Même en apprenant le français, ça crée tout de suite de la complicité. C'est vrai, et pour les auditeurs bonne 2, utiliser ces petites expressions, c'est comme saupoudrer un peu de sel sur un plat. Ça donne tout de suite plus de saveur à la conversation. Avant de conclure, ça te dit de lister quelques mots indispensables pour chaque repas, genre un mini lexique rapide? Très bonne idée. Pour le petit déjeuner, on pense à café, thé, tartine, beurre, confiture et bien sûr croissant. Pour le déjeuner, on a entrée, plat de fromage, dessert, légumes, viande, poisson et j'ajouterai eau et pain. Et pour le dîner, souvent soupe, pâtes, salade, quiche ou même omelette. Franchement, ce sont des mots qui servent tous les jours. Si vous retenez au moins 2 ou 3 mots de chaque repas, vous serez déjà bien armé pour parler cuisine en français. En tout cas, ça met en appétit. Avant de se quitter, j'ai juste envie de dire, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne conversation autour d'un repas pour pratiquer votre français. Tu as raison, Emmanuel. Discuter cuisine, recettes ou même commander au restaurant, c'est l'occasion parfaite d'apprendre du vocabulaire et de gagner en fluidité. Et puis, ça donne toujours une bonne ambiance. Alors la prochaine fois que vous mangez, essayez de décrire votre repas en français, même tout seul. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous sur French Podcast. On espère que cet épisode vous a donné envie de parler, de manger et surtout de revenir la semaine prochaine. Bonne dégustation à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue.
Bonjour Sam. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet bien fondamental pour la France, je crois, sa relation à la nourriture, à la table. Ah oui, la gastronomie française. C'est vrai que c'est plus qu'une image, c'est une culture profonde, reconnue mondialement d'ailleurs. Exactement, jusqu'à être inscrite au patrimoine de l'UNESCO, ce qui n'est pas rien. Tout à fait. Et ce qui est intéressant avec ce classement UNESCO, c'est que ça ne concerne pas juste la haute cuisine des chefs. Ah non, Non, ça met en avant le repas gastronomique des Français, comme une pratique sociale. C'est la convivialité, le fait de bien manger, d'être ensemble au quotidien. C'est ça qui est célébré. c'est passionnant et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Oui, c'est assez varié. Bon, on a des dialogues très concrets, pour commander au restaurant par exemple, des fiches de vocabulaire aussi. Voilà. Et puis, on a aussi une analyse plus historique, plus culturelle, sur comment tout ça a évolué. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de synthétiser tout ça, de comprendre pas seulement comment les Français mangent ou quoi, mais peut-être surtout pourquoi c'est si important pour eux. Trouver un peu les clés culturelles derrière les habitudes, quoi. C'est ça. Donner des clés de compréhension et peut-être quelques outils pratiques au passage. Parfait. Alors, commençons par la base, le rythme de la journée. Les 3 repas. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Ça a l'air d'être gravé dans le marbre, non? Oui, cette structure en 3 temps est vraiment très très marquée. Les sources le soulignent bien. Avec des horaires assez précis d'ailleurs. Ah oui, lesquels par exemple? Mais le déjeuner, le pic, c'est souvent vers 12h30. Et le dîner, plutôt entre 19h et 20h30. C'est un rythme collectif qui est encore assez fort. Et ce n'est pas juste manger, c'est un moment social. Exactement. Manger ensemble, en famille, entre collègues, entre amis, c'est vraiment un temps de pause, de discussion. Essentiel. J'ai lu ça aussi, cette idée assez drôle que pendant le repas, on parle, souvent de ce qu'on mange, ou de ce qu'on va manger après. C'est très vrai. Et autre chose qui est notée, c'est que le grignotage, le fait de manger entre les repas, c'est traditionnellement moins dans les habitudes qu'ailleurs peut-être. On préfère les vrais repas. Voilà, des moments dédiés. Ça structure la journée. Alors si on prend le premier, le petit déjeuner, entre 7h et 10h en général. Qu'est-ce qu'on trouve sur la table française le matin? D'après nos sources, c'est souvent assez simple en semaine. Une boisson chaude, café, thé, chocolat, le fameux café au lait, Oui. et puis surtout des tartines. Souvent de la baguette ou du pain frais, avec du beurre. Parfois salé, j'ai noté, en Bretagne ou dans l'Ouest. Et de la confiture. C'est le grand classique. Il y a aussi parfois des céréales, un yaourt, un jus de fruits. Mais la tartine beurre confiture, ça reste l'icône, on va dire. Et le week-end, petite entorse à la règle. Ah oui, le dimanche matin, c'est souvent le moment d'aller chercher des viennoiseries à la boulangerie. Croissants, pain au chocolat, brioche. C'est un petit plaisir un peu exceptionnel parce que c'est plus riche, mais c'est un vrai rituel pour beaucoup. Presque un geste d'affection parfois. En parlant de tout ça, le pain, la confiture, l'eau, j'ai remarqué dans les fiches de vocabulaire, on insiste beaucoup sur l'utilisation des articles partitifs du, de la, de l'aide, des. On dit « je mange du pain, je bois de l'eau ». Pourquoi c'est si important? C'est une très bonne remarque. Ces articles partitifs, ils indiquent une quantité qu'on ne précise pas, une partie d'un tout indéfini. On ne compte pas en fait. D'accord. Linguistiquement, certains disent que ça reflète une vision de la nourriture comme une sorte de substance, quelque chose dont on prend une part, plutôt que des unités séparées. Ça peut sembler un détail grammatical, mais c'est assez révélateur, je trouve, de cette approche un peu globale de l'alimentation. Intéressant comme point de vue. Alors, après le petit déjeuner, on passe au déjeuner. Entre midi et 2h donc. Souvent décrit comme le repas principal. Oui, traditionnellement, il est plus copieux que le dîner, même si bien sûr, la vie moderne fait qu'il peut être rapide. Le sandwich jambon-beurre reste une option très populaire pour ceux qui n'ont pas le temps. Mais l'idéal, quand on a le temps, c'est plus structuré. Exactement. La structure classique, si on veut, c'est souvent une petite entrée, puis le plat principal, parfois du fromage, et un dessert. Pouvez-vous nous donner des exemples? L'entrée, ça peut être très simple, quelques crudités comme des carottes râpées, une tranche de pâté, une salade verte. Ensuite, le plat de résistance. Le plat principal, oui. Voilà, c'est souvent une viande, poulet, bœuf, porc ou du poisson, avec un accompagnement, des légumes, des frites, des pâtes, du riz. Puis, un moment très français, le fromage. Ah oui, le fromage.
avant le dessert, c'est ça? Toujours avant le dessert et servi avec du pain, c'est important. C'est une vraie séquence du repas. Et pour finir, un dessert, souvent léger, comme un fruit ou un yaourt, mais ça peut être une pâtisserie aussi, une tarte. Et on boit quoi avec tout ça? Principalement de l'eau. Souvent de l'eau du robinet, en carafe, qui est gratuite au restaurant, ou de l'eau minérale. Et pour finir le repas, très souvent un petit café. Presque un rituel post-déjeuner. D'accord. Et le soir alors? Le dîner? Entre 19h et 21h. Quelle différence avec le déjeuner? La structure peut être un peu la même, mais c'est généralement plus léger. Parfois, on se contente d'un plat unique. Une soupe en hiver, une quiche, une salade composée en été. Plus simple. Oui. Et c'est surtout le repas familial par excellence, le moment où on se retrouve après la journée de travail ou d'école. Par contre, le week-end, ou quand on a des invités, là, le dîner peut devenir plus élaboré, plus long, plus festif que le déjeuner. Et pour les boissons le soir, toujours de l'eau? L'eau reste la base, oui. Parfois un peu de vin, et à la place du café, on prendra plus volontiers une tisane, une infusion pour bien dormir. Mais bon, les sources le rappellent, hein, chaque famille a ses habitudes, hein, il n'y a pas un modèle unique rigide. Bien sûr. C'est une structure générale, mais avec des variations. Bon, maintenant, si on sort de la maison et qu'on va au restaurant, là, les guides pratiques sont très détaillés. Comment on s'y prend concrètement? Si on arrive, par exemple... Alors, première chose, les horaires. Faut savoir que beaucoup de restaurants en France servent entre 12h et 14h, 14h30, et le soir à partir de 19h jusqu'à 21h, 22h. Et souvent, ils sont fermés entre les deux services. D'accord, important à savoir. Et quand on entre... On est accueilli par un serveur ou une serveuse. La question typique, c'est Ah. Vous avez réservé? Et puis, vous êtes combien? On répond simplement Bonjour, une table pour 2 personnes, s'il vous plaît. Ou Non, nous n'avons pas réservé. Est-ce que vous avez de la place pour 3? On précise aussi si on préfère être en terrasse ou à l'intérieur, en salle. Ok. Ensuite, on s'installe et souvent on nous propose à boire assez vite, non? Oui, c'est fréquent. Le serveur peut demander Vous désirez prendre quelque chose à boire en attendant? Ou vous prenez un apéritif? L'apéritif, l'apéro. C'est important ça, non? Ah oui, c'est un vrai rituel social, lui. Avant le repas, souvent à partir de 11h30 le midi ou 18h le soir. C'est un moment convivial, on prend un verre de vin, une bière, un cocktail, un jus de fruits avec quelques petites choses à grignoter, des olives, des chips, du saucisson. Ça peut même parfois remplacer le repas, un apéro dînatoire. Et pour les boissons pendant le repas, on commande en même temps que la nourriture? On peut ou juste après l'apéritif. On peut commander une bouteille de vin, un verre, un soda. Et surtout, le réflexe à avoir, demander une carafe d'eau. C'est gratuit, c'est de l'eau du robinet et c'est tout à fait normal d'en demander. Très bon conseil, la carafe d'eau. Ensuite, vient le moment de commander le repas. Comment ça se passe? On regarde la carte? Oui, on regarde la carte ou le menu. Souvent, il y a des formules ou des menus à prix fixe qui proposent entrée plus plat ou plat plus dessert ou les trois. C'est souvent avantageux. Une fois qu'on a choisi, on ferme son menu, c'est le signal pour le serveur qu'on est prêt. Et le serveur va dire quoi? Vous avez choisi, je peux prendre votre commande, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et pour commander, le verbe le plus courant, c'est prendre. Donc, on dit « je vais prendre Exactement. Je vais prendre la formule à 20 €. En entrée, je voudrais le pâté. Comme plat, je vais prendre le poisson du jour. Ou pour moi, ce sera le steak frites. ». Et si on hésite, ou si on a besoin de précision, Sur un plat qu'on ne connaît pas, on n'hésite pas à demander le plat du jour. Qu'est-ce que c'est exactement? Il y a quoi dans la blanquette de veau? Est-ce que c'est très épicé? On peut aussi demander un conseil. Qu'est-ce que vous me conseillez? et il y a aussi des choix à faire parfois, comme pour la cuisson de la viande. Ah oui, très important pour la viande rouge. Le serveur demandera systématiquement quelle cuisson. Les options classiques sont bleu, juste saisi, presque cru à l'intérieur, saignant, rouge à l'intérieur, à point, rosé ou bien cuit. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est mieux. Il faut aussi parfois choisir l'accompagnement s'il y a plusieurs options, frites ou légumes, riz ou pâtes. Et bien sûr, c'est le moment de signaler une allergie. Je suis allergique aux noix. Ou si on cherche une option végétarienne, avez-vous des plats végétariens? D'accord, c'est assez codifié, mais logique. Pendant le repas, on peut avoir besoin de quelque chose. Du pain, encore de l'eau? Oui, on fait juste un signe discret au serveur. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir encore un peu de pain, s'il vous plaît? Ou une autre carafe d'eau? Et le serveur, lui, vient parfois nous voir. Oui, souvent, il passe demander si tout se passe bien. Tout se passe bien, ça va.
Si tout va bien, un simple oui, merci, c'est parfait. À la fin du plat, il peut demander ça a été, Et là, si on a aimé, on peut le dire. bien sûr, et c'est très apprécié. Oui, c'était délicieux, c'était très bon, merci, je me suis régalé. Ça fait toujours plaisir aux cuisiniers et à l'équipe. Il y a une petite astuce d'étiquette aussi, non? Pour montrer qu'on a fini son assiette? Oui, quand on a terminé, on place ses couverts, la fourchette et le couteau ensemble, parallèles, sur l'assiette, généralement pointant vers 11h17 si on imagine une horloge. Ça signifie « j'ai fini, vous pouvez débarrasser ». Bon à savoir. Et pour la toute fin, l'addition et le fameux pourboire. Comment on gère ça? Pour l'addition, on demande simplement au serveur « l'addition s'il vous plaît » ou « on pourrait avoir la note ?» Pour le paiement, on peut vérifier si la carte bancaire est acceptée. Vous prenez la carte. Si on est plusieurs, on peut demander à payer séparément. Est-ce qu'on peut payer séparément? Et le pourboire alors? Obligatoire ou pas? Alors ça, les sources sont claires. En France, le service est inclus dans le prix affiché sur le menu. C'est marqué service compris ou prix net. Donc le pourboire n'est absolument pas obligatoire, contrairement à d'autres pays. Ah, d'accord. Question plus profonde, culturelle, historique. Pourquoi est-ce que manger est si important en France? On touche au cœur du sujet là. Le classement UNESCO, comme on disait, ne vise pas des recettes spécifiques, mais une pratique sociale coutumière. Il reconnaît la convivialité, le plaisir de bien manger et bien boire ensemble, l'importance de la conversation à table, la structure même du repas, apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, et même l'art de dresser une belle table. C'est un acte social total, bien plus que juste se nourrir. Et les textes historiques qu'on a consultés vont dans ce sens. On parle de rituels, d'actes de civilisation. Brillat-Savarin, au début du 19e siècle, écrivait carrément que la destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. C'est fort quand même. Oui, ça montre à quel point c'était déjà perçu comme quelque chose de fondamental, un marqueur d'identité. Et cette histoire culinaire française est incroyablement riche. Déjà au Moyen-Âge, on a des livres de recettes comme le Viandier de Taillevent, qui montre une cuisine de cour assez sophistiquée, avec des goûts différents des nôtres, beaucoup d'épices, des saveurs agredouces. Mais le grand tournant, c'est peut-être plus tard, au XVIIe et XVIIIe siècle. On parle d'affirmation de la cuisine française et même de l'invention du restaurant. Exactement. Le XVIIe siècle, c'est un peu l'âge d'or où la cuisine française commence à rayonner en Europe. C'est l'époque de La Varenne et de son livre Le cuisinier français en 1651 qui marque une rupture. On recherche des goûts plus naturels, moins masqués par les épices. Le beurre prend une place plus importante et on voit émerger cette idée clé, respecter le goût propre de chaque aliment. Ah, cette idée du vrai goût, ça revient souvent dans nos sources, non? Absolument, c'est un fil rouge qui traverse toute l'histoire culinaire française. Nicolas de Bonnefonce, au XVIIe siècle déjà, disait qu'un potage au chou doit sentir le chou, un potage au poireau, le poireau. Ça peut paraître évident, mais c'était une petite révolution à l'époque. Et ça continue au XVIIIe siècle? Oui, avec des débats sur une nouvelle cuisine, déjà, qui se voulait plus légère, plus simple, plus proche des produits. Et surtout, c'est au milieu du XVIIIe siècle, vers 1765 à Paris, qu'apparaissent les premiers établissements qu'on peut vraiment appeler restaurants. Des lieux où on pouvait choisir des plats à la carte, à des tables individuelles. Une vraie innovation. Et le XIXe siècle, c'est l'explosion de la gastronomie en tant que concept. Tout à fait. Le mot prend son sens moderne. Des écrivains comme Grimaud de la Reynière ou Brillat-Savarin théorisent l'art de bien manger. La cuisine devient un art avec des chefs stars comme Carrel, célèbre pour ses pièces montées monumentales. C'est aussi à cette époque que le service à la russe, les plats servis les uns après les autres, remplace progressivement le service à la française où tout était posé sur la table en même temps. Ce qui est notre manière de faire aujourd'hui finalement. Oui, tout à fait. Et si on saute au XXe siècle, on a Escoffier qui simplifie et codifie la haute cuisine au début du siècle, puis dans les années 1970, la fameuse nouvelle cuisine. Qu'est-ce qu'elle apportait de nouveau, cette nouvelle cuisine? C'était quoi l'idée? En réaction à une cuisine jugée parfois trop lourde, trop codifiée, des chefs comme Bocuse, Guérard, Trois Gros, sous l'impulsion de critiques comme Go et Milo, on prenait un retour à la simplicité, à la légèreté. Cuisson plus courte pour préserver la saveur et la texture des produits, moins de sauce riche et épaisse, plus de créativité et surtout une obsession pour la qualité des ingrédients et leur goût originel. Toujours cette fameuse quête du vrai goût. Et aujourd'hui, en 2025, comment tout cet héritage se manifeste? Parce qu'on a d'un côté cette histoire riche et de l'autre,
une industrie agroalimentaire hyper puissante. C'est exactement ça la situation actuelle. L'agro-industrie est le premier secteur industriel en France. Elle offre une abondance, une diversité incroyable, mais elle est aussi source de standardisation. Et en face, ou plutôt à côté, on a une demande très forte pour l'authenticité, le naturel, les produits frais, locaux, de saison. Les deux coexistent. Oui, d'où le succès des marchés, des circuits courts, du bio, des labels de qualité comme l'AOP, appellation d'origine protégée, ou le label rouge. Et la mention fait maison dans les restaurants qui est devenue un argument important pour garantir une cuisine élaborée sur place à partir de produits bruts. Le consommateur français, il navigue entre ces deux pôles en fait. Il peut acheter des produits industriels et aller chercher ses légumes au marché. La réglementation des labels, des appellations, pour essayer de garantir une certaine qualité et protéger ce patrimoine. Mais ce qui est frappant et qui revient dans les sources, c'est la résistance du modèle social du repas. C'est vrai. Malgré la McDonaldisation, comme disent certains, malgré l'accélération des modes de vie, les Français restent très attachés à leurs 3 repas par jour, pris si possible à heure fixe et en compagnie. D'ailleurs, ils passent beaucoup plus de temps à table chaque jour que la moyenne des Européens ou des Nord-Américains. C'est peut-être ça, une partie du fameux paradoxe français. Une cuisine parfois riche, mais moins de problèmes d'obésité que dans d'autres pays. C'est une des hypothèses avancées, oui. Le fait de structurer les repas, de prendre le temps, la convivialité, le plaisir assumé de manger, tout ça pourrait jouer un rôle régulateur. Manger serait moins une réponse à l'anxiété et plus un plaisir maîtrisé et partagé. C'est qu'une piste intéressante. Mais ce modèle n'est pas figé. Il y a des débats importants aujourd'hui. Les sources parlent notamment de la consommation de viande. Oui, c'est un sujet majeur. On observe une tendance à la baisse de la consommation de viande rouge, notamment, pour plusieurs raisons qui se cumulent. La santé, le coût, de plus en plus l'impact environnemental de l'élevage, et aussi la question du bien-être animal. Avec des associations comme L214 qui ont eu un impact médiatique fort en montrant certaines réalités des élevages et des abattoirs. Tout à fait. Et ce débat touche à des choses profondes. Historiquement, en France, la viande a longtemps été un produit de luxe, un symbole de richesse et de fête. Sa démocratisation après-guerre a été vue comme un progrès social énorme. Aujourd'hui, la remise en question de sa place centrale, c'est un vrai changement culturel. Et ça interroge cette fameuse quête du vrai goût, non? Qu'est-ce qu'un aliment bon aujourd'hui? Juste son goût ou aussi la façon dont il a été produit? Exactement. La définition de la qualité évolue. Elle intègre de plus en plus des dimensions éthiques, environnementales, sanitaires. C'est un défi pour toute la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur, en passant par les chefs. C'est une excellente synthèse, on voit bien comment tout se tient. Les gestes quotidiens, comment on commande une entrecôte à point, et puis cette longue histoire culturelle derrière, faite d'évolution, de quête de sens, de plaisir partagé autour de la table. Oui, et comprendre ces liens, je trouve que ça donne une saveur particulière à l'expérience. Que l'on visite la France ou qu'on s'intéresse simplement à cette culture, où manger est vraiment une affaire sérieuse, mais surtout un plaisir, un art de vivre. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la route, une réflexion. Dans ce monde qui bouge très vite, avec la globalisation, la puissance de l'agro-industrie, et puis toutes ces nouvelles préoccupations santé, éthique, climat qui montent en puissance, comment ce modèle alimentaire français, si ancré dans ses rituels, sa convivialité, sa recherche du goût, comment va-t-il continuer à évoluer? C'est toute la question. Quel équilibre va-t-il trouver entre la préservation de cet héritage unique et l'adaptation indispensable aux défis d'aujourd'hui et de demain? L'histoire de la table française est loin d'être terminée. Elle continue de s'écrire.